Hey, en ce moment, tu peux retrouver mon nouveau projet en financement participatif sur Game on Tabletop et mes anciens projets sont aussi disponibles sur ma boutique en ligne. Les liens sont dans la description. Bonne vidéo à toi. Alors qui dit jeu de rôle dit forcément rôle, et qui dit rôle dit forcément personnage. Oui, bon, d'accord, c'est assez évident, on en conviendra, on est tous d'accord là-dessus. Et c'est d'ailleurs justement ce qu'il y a de plus cool dans ce loisir, le fait de pouvoir inventer un personnage de toutes pièces selon ses moindres envies, et de le jouer durant tout plein de situations au sein d'une aventure, en compagnie d'autres joueurs évidemment, qui eux aussi ont leur propre personnage. Mais pareille création, étant donné l'immensité créative qui nous est proposée, peut parfois se révéler être une tâche un peu complexe que l'on a tôt fait d'appréhender, surtout quand on démarre le JDR. Et le souci, c'est comment s'assurer que le personnage que l'on souhaite incarner se révélera intéressant tout du long de l'aventure, et ce autant pour soi-même que pour les autres personnes autour de la table, le MJ y compris. Sans pour autant bien évidemment partir dans l'écriture ultra approfondie d'un personnage digne d'un roman, calmons-nous, on n'en est pas là. Sachez qu'il est tout à fait possible de rendre un personnage de JDR intéressant en seulement quelques points, pas forcément si compliqué que ça à mettre en place. Sans plus attendre donc, c'est parti pour voir 3 petits conseils sur comment approfondir un personnage de jeu de rôle en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, dans le but de le rendre aussi intéressant que l'aventure qu'il mène en si bonne compagnie. Alors le premier conseil de cette liste, et sans doute le plus important, c'est celui de donner un objectif clair et précis à votre personnage. Et quand je dis un objectif clair et précis, je veux bien sûr dire toute autre chose qui n'est pas sauver les gentils et tuer les méchants. Ce qui est malheureusement beaucoup trop vague pour constituer un objectif tangible, on ne va pas se le cacher. Je ne sais pas, moi par exemple cela peut être venger la mort d'un de ses proches, de retrouver la piste d'une personne, de chercher une sorte de rédemption, de fuir un groupe qu'il recherche, de recouvrir la mémoire, etc., etc. La liste est vraiment infinie. Et un objectif, bien évidemment, qui sera du coup secondaire par rapport à la quête principale préparée par votre MJ, vous vous doutez bien. Mais qu'il vous faudra bien évidemment communiquer à ce dernier en amont de la partie, afin de voir comment il pourrait l'intégrer au mieux dans l'intrigue. Sans pour autant, bien évidemment, qu'il vous révèle comment il compte s'y prendre, bien sûr. Mais au moins comme ça, ça vous permettra de rajouter certains points pour finir sur un compromis qui vous plaise à tous les deux. En faisant ainsi, cela vous évitera d'écoper d'un personnage qui erre sans but dans le scénario et qui est là tout simplement parce qu'il est là et qu'il y a une personne autour de la table et qu'il faut un personnage associé à cette personne. En plus de ça, cela soulèvera tout plein de questionnements tout au long du parcours qui viendront naturellement enrichir votre personnage. En plus d'amener évidemment des interactions un peu plus approfondies avec le groupe. Et au niveau des questionnements, il y en a tout plein, du style jusqu'où est-il prêt à aller pour accomplir son objectif? Est-ce qu'il est prêt à faire des compromis? Pourquoi est-ce qu'il est aussi obnubilé par celui-ci? Quels sont les traumas qui vont avec? Comment cela a façonné sa personnalité? Etc. etc. Encore une fois, les horizons sont très élargis sur le sujet. Difficile à dire, ça élargit sur le sujet. Alors lui trouver un objectif, c'est très bien, mais réfléchir un peu en avance sur ce qui se passera quand votre personnage parviendra à réaliser ou à échouer, pourquoi pas, ce fameux objectif, c'est encore mieux. Alors attention, je vous rassure, je ne vous dis pas de tout prévoir en avance et de déballer une scène larmoyante surpréparée le moment venu. Loin de là. Parce que vous serez forcément déçu d'une manière ou d'une autre, car vous ne pourrez pas tout prévoir ce qui va se passer. Mais juste commencer un tout petit peu à y réfléchir, histoire de pas vous retrouver comme 2 ronds de flanc devant le fait accompli le moment venu. Bon, je vais prendre un exemple qui a donné une des scènes les plus poignantes que j'ai pu voir dans un RPG depuis des lustres, avec le personnage de Karlach dans Baldur's Gate 3. Bon, forcément, il va y avoir des spoilers, donc je vous encourage à aller à ce timecode si vous souhaitez l'éviter. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus. Attention, 1, 2, 3... C'est parti, on peut continuer. Pour donner un peu de contexte, dans Baldur's Gate 3, Karlach est une tiefling qui était une gamine des rues dans sa jeunesse. Elle a été remarquée par un seigneur local du nom de Gortash qui l'a prise sous son aile et en a fait sa garde du corps personnel. Ce dernier était pour elle une figure presque paternelle qu'elle admirait beaucoup et prenait de ce fait très à cœur son job de garde du corps. Jusqu'au jour où Gortash a décidé de la trahir et l'a vendue à Zariel, une archidiablesse des enfers, qui l'a torturée et transformée en lui implantant un cœur infernal dans la poitrine. Un cœur qui est malheureusement voué à exploser un jour prochain. C'est d'ailleurs un autre de ses objectifs, réparer ce dernier pour éviter ce funeste destin. Une fois échappé des enfers au début de l'aventure, l'objectif de Karlach, c'est de se venger de Gortash, qui se trouve être aussi un des antagonistes de l'histoire. Et ce n'est qu'à l'acte 3 que cela sera possible. Et une fois chose faite, voici ce qui arrive. He's dead. And he's no fucking sorrier now than he was before. What was the point? I'm still dying.
I'm dying. I'm going to die. I'm going to be as dead as a Gortash any day now. Any moment. And what then? Off to the City of Judgment to waste into oblivion? Into the dirt to get eaten by maggots? Is that it for me? Is that fucking all? And you'll just keep going, won't you? Watching the stars, warming your hands on the campfire, dancing, eating, making fucking love all night. All of it, all of it! That's my reward for everything I suffered. That's why I survived 10 years of torment. The fighting, the clawing, the loneliness, the fucking loneliness. All of it so I could rot. Because the person I trusted the most gave me away to the devil. It isn't fair. I don't want it like this. À noter qu'à ce moment de l'aventure, on a passé genre des dizaines d'heures de jeu en compagnie de Karlach. Bien assez de temps pour qu'on puisse voir en elle une guerrière sûre d'elle, un personnage incroyable à l'esprit inébranlable, doué d'une volonté de fer et doté, sans mauvais jeu de mots, d'un véritable cœur en or. Et là, une fois que son objectif est accompli, contre toute attente, la façade de la barbare intrépide s'effondre soudainement, pour finalement laisser place à la colère et au chagrin. Car au final, on se rend compte que sa quête de vengeance était la seule chose qui la faisait tenir debout dans ses malheurs. Et ça, ça peut être une possibilité pour votre personnage, le fait qu'il se retrouve avec cette sensation de vide une fois son objectif atteint, et qu'il ne demandera bien sûr qu'à être comblé grâce aux interactions avec les autres membres du groupe, induisant de ce fait de belles scènes de roleplay en devenir. Et bien d'autres idées bien sûr, il peut aussi péter un câble sur le moment, revoir ses priorités, changer de camp pourquoi pas, enfin bref, etc. encore une fois. Et je le répète, n'allez pas forcément tout décider à l'avance, mais comme je le disais, cela peut être intéressant d'y réfléchir ne serait-ce qu'un petit peu, car si cela peut donner lieu à des scènes aussi puissantes que celle avec Karlach, eh bien laissez-moi vous dire que ça vaut grandement le coup, et la partie n'en sera que plus mémorable. Je peux vous le garantir. Alors des techniques pour amener de la profondeur à un personnage, il en existe tout plein. Mais il y en a une que j'aime tout particulièrement, c'est ce que j'appelle le paradoxe du mais. L'idée est tout simple, rassurez-vous, c'est d'amener un concept dans le chara-design de votre personnage et de le compléter avec un mais qui va apporter une contradiction avec ce premier concept. Oui, je sais, dit comme ça n'a pas l'air très clair, mais je vais vous donner quelques exemples rapides, vous allez vite comprendre. Par exemple, un personnage je m'en foutiste, un esprit libre qui déteste l'autorité, mais qui reste loyal aux ordres d'une seule personne. Un gars solitaire, peu affable et qui n'aime pas œuvrer en groupe, mais qui fait très attention à n'impliquer personne dans des risques. Ou encore un personnage jovial et comique de service, mais qui cache une énorme tristesse. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu une contradiction en miroir légèrement qui est introduite après le fameux mais. Et si vous regardez bien, c'est une technique qu'on retrouve dans beaucoup de personnages de fiction. Notamment, encore une fois, dans Baldur's Gate 3. Bon, rassurez-vous, les exemples qui vont suivre ne comportent pas de spoiler, car c'est dans la présentation des personnages qu'on la retrouve lors de la création de perso. Et pour tout vous dire, ce qui m'a permis de poser un nom sur ce concept, ça m'est venu en écoutant Colm McGuinness, un chanteur que j'adore sur YouTube, qui a composé justement une chanson pour Karlach, avec notamment ce passage. Pour la traduction, ça veut dire déchaîné et émancipé, mais lié par les regrets. Une très belle illustration, comme vous le voyez, du paradoxe du mais. On a aussi ça avec Astarion, qui est un vampire, donc un être doué d'immortalité et qui peut vivre à jamais, mais qui paradoxalement peut mourir à tout instant à cause de ses nombreux poursuivants qui veulent l'anéantir. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, mais vous pouvez voir que c'est une mécanique qui est très forte quand on y réfléchit bien. Car cela amène une sorte d'ambivalence dans le chara-design d'un personnage et l'empêche de ce fait d'être bêtement un chara-design monodimensionnel. Je vais reprendre l'exemple de Karlach, qui reste mon personnage favori de ce jeu. Déchaîné et émancipé, mais lié par les regrets. Au-delà du fait que c'est quand même très beau comme phrase, on se l'accordera, on peut aussi voir qu'avec ce seul ajout paradoxal du mais, on passe d'un chara-design simpliste de barbare déchaîné et sans limite qu'on a déjà vu et revu un peu partout, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les fictions ou encore dans les livres, à un personnage avec soudainement beaucoup plus de profondeur et d'humanité qui va avoir ses faiblesses, ses traumatismes, ses blessures, etc., qui seront plus à même de s'exprimer lors d'une scène assez poignante, comme vous avez peut-être pu
le voir dans le premier point de cette vidéo si vous n'avez pas passé le spoiler. En gros, la recette de base n'est pas vraiment compliquée. Comme je le disais, vous prenez le concept général de votre personnage, puis vous placez un mais au milieu, et après à vous de trouver la suite pour apporter de la nuance au premier concept. Et comme je le disais dans le précédent conseil, n'oubliez pas bien sûr d'en parler avec votre MJ afin qu'il puisse insérer tout ce travail au mieux dans son intrigue et que vous voyez ça ensemble pour éventuellement approfondir certains points ou encore en modeler d'autres si besoin. Et enfin, le dernier conseil pour créer et jouer un personnage intéressant, c'est de ne pas jouer un personnage justement. Ouais, je voulais à tout prix la caler celle-là. Bon, à dire vrai, la phrase complète c'est de ne pas jouer un personnage, mais plutôt un archétype de personnage. Alors ce que j'entends par archétype, c'est une sorte de modèle de personnage que l'on retrouve disséminé un peu partout dans des œuvres de fiction de ci de là. Pour en citer quelques-uns comme ça à la volée, car il y en a bien heureusement une infinité, vous vous doutez bien. On a par exemple l'archétype du bourrin gentil altruiste, toujours positif et prêt à aider, comme pour Karlach de Baldur's Gate 3, ou Drax des Gardiens de la Galaxie. L'archétype de l'aventurier rustre, malpoli et je m'en foutiste, mais qui a tout de même un grand cœur et qui ne peut pas s'empêcher de sauver la veuve et l'orphelin une fois le moment venu, comme pour les personnages de Miyamoto Musashi dans la série Onimusha, ou encore Trevor Belmont dans Castlevania, deux séries que vous pouvez retrouver sur Netflix. L'archétype du bellâtre, dragueur, beau parleur, charismatique, bien sûr poète, mais qui est surtout là pour faire office de comic relief et d'amusement de par les embrouilles dans lesquelles il se met toujours malgré lui, comme Jaskier dans The Witcher, ou Volo dans Baldur's Gate 3, et bien d'autres bien évidemment, je ne vais pas tous vous les faire encore une fois. Alors bien sûr, attention, je ne dis pas que les personnages cités se ressemblent trait pour trait, loin de là même. C'est juste que quand on y regarde de plus près, on se rend compte que les personnages appartenant à un même archétype partagent un certain nombre de points en commun. C'est d'ailleurs le principe même de l'archétype, voilà. Si je devais faire un peu une analogie avec la peinture, on pourrait dire qu'un archétype, c'est un croquis chargé de définir la posture du personnage qui sera dessiné par la suite, un peu comme une sorte de squelette prédéfini. Et par-dessus ça, vient la peinture complète du chara-design. Et rassurez-vous, il y a largement de quoi faire pour créer des personnages qui sont assez différents des uns des autres pour ne pas être de bêtes copier-coller entre eux. Et du coup, si je continue un petit peu encore dans cette analogie, il y a plusieurs avantages à préférer piocher dans un set d'archétypes plutôt que de créer un personnage d'emblée de toutes pièces. Premièrement, ça sera moins fatigant parce que si on reste encore une fois dans l'analogie des croquis, ça veut dire que dans un cas, vous partez déjà avec un croquis déjà tout fait et que dans l'autre, va falloir vous en faire un complètement à la volée. Ce qui, des fois, malheureusement, peut donner des chara-design un petit peu bordéliques et surtout très inconsistants sur la durée. Et deuxièmement, la plupart du temps, les archétypes ont l'avantage de s'insérer plutôt bien dans les histoires où on les retrouve le plus. C'est pas pour rien qu'ils sont justement très utilisés, c'est parce que, narrativement, ça va plutôt bien avec ce genre d'histoire. Vous vous doutez bien que c'est tout à fait normal parce qu'ils sont construits dans ce but-là. Du moment, bien sûr, je vous le dis, que vous n'allez pas piocher un archétype dans une thématique radicalement opposée à celle du JDR ou de la fiction que vous êtes en train de jouer ou de créer. Du style à ramener un archétype du shonen dans du Cthulhu, bon, je ne dis pas attention que c'est impossible, mais comprenez bien que ça dénotera forcément un peu, vous imaginez bien. Dites-vous juste sur ce point que c'est comme s'il y avait des armoires thématiques où on range les différents archétypes et qu'il vaut mieux aller piocher dans la bonne armoire en fonction du thème établi. Et rassurez-vous encore une fois, il y a largement de quoi faire en la matière et libre à vous ensuite de broder par-dessus pour donner une touche bien unique en son genre à ce fameux personnage. Alors bien évidemment, des techniques pour rendre un personnage intéressant, il en existe tout plein d'autres. Et comme d'habitude, je vous invite à nous faire part de vos petits trucs et astuces en commentaire, histoire que je ne sois pas le seul sur cette vidéo à partager des conseils sur le sujet. Au passage, j'aimerais ajouter qu'en plus de tous ces conseils, vous devez toujours garder à l'esprit que l'enrichissement de votre personnage doit être dans l'optique d'être générateur de roleplay avec les autres membres de la table, et non pas dans le but de tirer en quelque sorte la couverture de la narration à vous. Car sinon, vous vous doutez bien que si tout le monde fait comme ça, on se retrouve avec une table de personnages qui veulent tous être l'élément central de l'histoire sans pouvoir vraiment l'être, ce qui n'est clairement pas le bon tempérament à avoir, et je vous raconte pas le bazar que ça va être au niveau de la narration et du jeu. Bref, tout simplement, pensez en premier lieu au plaisir des autres dans votre quête de rendre votre personnage intéressant, et vous verrez, tout ira bien, je peux vous l'assurer. Quoi qu'il en soit pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, vous vous doutez bien, d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous, c'était le Scénarurgien, à ciao, bonsoir, les studios.